fonction publique et qui donc a lancé un marché public à la fin de l'été afin de pouvoir comprendre et étudier la pratique du télétravail au sein des institutions régionales. Donc il y en a 22 à Bruxelles, afin de répondre à une série de questions, dont quelle est l'expérience du télétravail par les travailleurs, tant les employés que ceux de la ligne plutôt managériale. Quels sont les changements qui ont été induits en matière d'environnement physique, technologique, organisationnel, culturel, communicationnel, de bien-être et de mobilité suite à l'introduction de la pratique du télétravail? Comment est-ce que les collaborateurs et les collaboratrices envisagent-ils et elles leur expérience du télétravail à l'avenir? Est-ce que ces différents mois ont convaincu quant à poursuivre la pratique à plus long terme hors d'un contexte de crise sanitaire, ou est-ce qu'il y a beaucoup de leviers en fait à lever pour pouvoir faciliter cette pratique? Et quelles sont les pistes d'action pour renforcer le télétravail à l'avenir? Cette mission a été commanditée dans un contexte où il y a une volonté régionale de pérenniser la pratique du télétravail, pas 5 jours par semaine, et certainement pas de manière obligatoire, mais en tout cas d'en faire une pratique plus structurelle. L'enquête a donc été lancée du 6 au 22 octobre au sein des à peu près 11 000 travailleurs et travailleuses que compte l'administration bruxelloise. Et nous avons recueilli 2562 réponses, soit un taux de participation de 22,5%. On a analysé 2517 réponses puisqu'il y avait juste des réponses qui étaient inutilisables car incomplètes notamment. Alors, dans cette étude, dont le rapport d'ailleurs se trouve en ligne en français et en néerlandais sur le site de Talent Bruxelles, on a identifié 10 constats. Et je vais aujourd'hui me concentrer sur 6 constats qui me semblent pertinents, à la fois pour Bruxeo, les entreprises sociales qu'elles représentent, mais aussi tout autre type de structure qui ne fait pas partie de l'administration, ni bruxelloise, ni d'une autre région. Ces 6 constats, ils se concentrent sur l'ergonomie, les outils technologiques, la gestion et l'organisation du travail, les échanges et l'esprit d'équipe, les formations et informations, et la satisfaction générale par rapport au télétravail. Certains de ces constats font écho à l'introduction que Bruno a fait par rapport aux enjeux que soulève la pratique du télétravail. Le premier constat est donc un constat en matière d'ergonomie qui était assez surprenant, qui est d'observer que 7 membres du personnel régional bruxellois sur 10, donc 70% des personnes, travaillent dans un espace qui n'est pas dédié au travail, c'est-à-dire une cuisine, un salon, peut-être une chambre à coucher éventuellement, mais très rarement dans un espace qui est un espace de type bureau. C'est en particulier donc significativement plus important pour les femmes, les personnes isolées, qu'elles soient avec ou sans enfants, davantage quand elles sont sans enfants, et les habitants de la région bruxelloise. Je le dis déjà, au niveau de nos résultats, on a vu que les habitants de la région bruxelloise, qui sont très nombreux par ailleurs dans la population de l'administration bruxelloise, sont ceux pour qui les conditions de télétravail sont généralement les moins bonnes et pour qui les avantages liés à la pratique du télétravail sont les plus absents. Tous les avantages liés au gain de temps, de transport en commun, de facilité, de flexibilisation de la vie, etc., sont généralement moins ressentis par les Bruxellois qui sont plus proches des institutions au sein desquelles ils et elles travaillaient. Et par ailleurs, ils ont généralement des logements qui sont plus petits et se prêtent moins à une pratique du télétravail. C'est important aussi de préciser qu'on a fait cette étude dans un contexte de télétravail permanent qui ne présage pas des résultats qu'on aurait pu avoir dans un contexte plus classique de non-confinement. Voici pour ce premier. J'ai mis aussi une série de verbatim dans mon PowerPoint que je vous laisse, que je ne lirai pas, que je ne commenterai pas, mais que je vous laisse lire par ailleurs. C'est un premier constat. Un second constat en lien toujours avec la question de l'ergonomie, c'est qu'on s'est interrogé sur quels sont les outils de travail et les équipements dont disposent les personnes à domicile. On voit en vert que, sans surprise, tout ce qui concerne ordinateur portable, connexion Internet, souris, etc., sont bien à disposition des travailleurs pour leur pratique du télétravail, ce qui est nécessaire, mais que par contre, c'est intéressant de regarder tout ce qui est en orange, parce qu'en orange sont indiqués ce dont les travailleurs ne disposent pas, mais dont ils ressentent le besoin. Et on peut supposer que ces besoins-là
ils se ressentent dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises, du privé, du public, à Bruxelles ou ailleurs. On voit qu'il y a quand même une absence chez 53% des répondants de chaises ergonomiques et que c'est quelque chose qui est ressenti comme un besoin, de bureaux adaptés, de double écran. En gros, 3 éléments, 3 types d'équipements qui permettent une pratique du télétravail qui soit ergonomiquement, qui respecte en tout cas les consignes ergonomiques. Or, généralement, c'est manquant pour beaucoup de personnes et c'est souhaité. Et on verra que ces questions d'ergonomie, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans les résultats ici. Par ailleurs, ici dans ce graphe, on voit par qui a été fourni l'équipement. Et on voit que, en général, les équipements de travail de type mobile, donc l'ordinateur portable, les appareils plutôt technologiques, sont fournis par l'employeur. Par contre, tout ce qui concerne les éléments immobiles comme les bureaux, le bureau, une chaise, une connexion Internet, etc., c'est fourni par le travailleur. Quand ce n'est pas fourni par l'employeur, ça implique que généralement le travailleur s'équipe par lui-même, très souvent à ses propres frais. Et donc, cette pratique du télétravail instaurée depuis maintenant plusieurs mois implique un coût à charge du télétravailleur, coût qui est pourtant dans le cadre de l'exécution de son travail. Et donc, c'est quelque chose aussi qui ressort assez régulièrement, notamment dans le verbatim qu'on peut voir ici, qui est la demande de nombreux travailleurs d'une indemnisation, au moins partielle, pour une partie du matériel. Et si pas une indemnisation, de la possibilité d'emprunter du matériel au bureau, parce que c'est notamment les enjeux d'ergonomie, les travailleurs eux-mêmes ne souhaitent pas forcément s'équiper pour cette pratique du télétravail. Toujours en lien avec la question de l'ergonomie, on observe ici la qualité de l'espace de travail. Et donc on a interrogé sur 4 items. Comment est-ce que les collaborateurs et collaboratrices jugeaient leur espace de travail. On peut voir qu'en général, tout ce qui se trouve en vert, ce qui est donc plutôt positif, en général, la plupart des gens trouvent que leur espace de travail est suffisamment grand, suffisamment calme, suffisamment équipé. Par contre, 50% des personnes trouvent, donc c'est ce qui est en rouge dans le dernier item, trouvent que leur espace de travail ne respecte pas suffisamment les consignes en matière d'ergonomie. Ça, c'est quelque chose qui sort donc de nouveau ici, qui sortait déjà plus tôt et qui est reconfirmé par cette question. Un profil type de répondant indique toujours que cet espace de travail est moins grand, moins calme, moins équipé, moins ergonomique, et donc qui est de moins bonne qualité, on va dire. Ce sont, comme je vous l'ai dit précédemment, les personnes vivant en région bruxelloise, les personnes travaillant dans un espace privé dédié à d'autres activités, donc un espace qui n'est pas un bureau, et les personnes qui ne pratiquaient pas le télétravail avant mars 2020. Ce dernier élément est intéressant parce qu'on voit que ça signifie que les personnes qui pratiquaient le télétravail avant mars 2020 avaient un espace qui généralement est davantage propice à la pratique, ou s'il n'est pas d'emblée propice, avait été réfléchi et aménagé de manière à l'être. Et donc, il s'est créé aussi un espèce de gap entre ceux qui pratiquaient déjà le télétravail et ceux qui ont été amenés à le pratiquer de manière soudaine. Certains ayant donc un espace de travail plus adapté. Ici, il s'agit d'un deuxième constat, donc on n'est plus sur la question d'ergonomie, mais sur la question des outils technologiques. Ce qu'on observe, c'est que les télétravailleurs disaient déjà bien maîtriser les outils liés à la pratique du télétravail, donc c'est le premier item, 91% des personnes estiment bien connaître les outils, avoir suffisamment, 89% considèrent que les outils technologiques sont suffisants pour réaliser leur travail. Et généralement, il y a plutôt tout ce qui est en gris, c'est les personnes qui n'ont pas marqué ni d'accord ni de désaccord. Mais donc, généralement, on a plutôt tendance à voir qu'il n'y a pas vraiment de grands problèmes au niveau des outils technologiques et de ce qu'ils permettent pour la pratique du travail. Je précise que ça n'a rien à voir avec, du coup, ce que les outils permettent au niveau des échanges informels. J'y viendrai plus tard. Ici, on parle vraiment des outils dans le cadre des éléments plutôt hard, de tâches et de fonctions. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a souvent
un stéréotype ou une impression que peut-être les personnes d'un certain âge auraient souffert de cette transition au tout digital. Notre étude montre que ce n'est pas particulièrement le cas, puisque au niveau des différentes tranches d'âge qu'on a interrogées, on voit que les personnes de plus de 50 ans ont un niveau significativement un peu moindre en termes de connaissances, déclarent en tout cas une connaissance des outils qui est un peu moindre que la connaissance qui est déclarée par les personnes de 30 à 39 ans et de moins de 30 ans. Toutefois, ce n'est pas une très grande différence parce que généralement, les personnes de plus de 50 ans ont 85%, estiment à 85% d'entre elles estiment avoir une connaissance suffisante, alors qu'on est à 93% pour les personnes entre 30 et 39 et 95% pour les personnes de moins de 30 ans. Donc, il y a une petite différence significative, mais ce n'est pas une différence qui justifie qu'on accompagne fortement les personnes de plus de 50 ans dans leur acquisition des compétences digitales. En tout cas, pas dans le secteur administratif de la région bruxelloise, qui sont des personnes qui sont déjà amenées à travailler sur ordinateur, c'est important aussi, je le précise. Un troisième constat ici concerne tout ce qui est lié à la gestion et l'organisation du travail. Et donc là, c'est des éléments qui sont aussi liés à des enjeux RH directement. Ce qu'on observe ici, c'est des éléments c'est des constats qui ont déjà été dressés par la littérature scientifique par le passé, et donc on l'observe de nouveau ici. Donc vous pouvez voir tout ce qui est en vert, c'est donc ce qui a évolué soit en forte hausse, soit a connu une légère hausse. On observe que la majorité des membres du personnel déclarent travailler, être plus productif, donc c'est le premier item, être plus productif, donc il s'agit de 57% des personnes lors de la pratique du télétravail, travailler un plus grand nombre d'heures, donc ça c'est pour 52% des répondants. Et donc il y a vraiment une augmentation de la productivité, donc y compris productivité horaire, pour la majorité des personnes. On a 11% de personnes qui sont moins productives et font moins d'heures, par contre. Concernant les autres items, la majorité, plus de 50% ou aux alentours de 50% des répondants n'observent pas particulièrement de changement en matière d'autonomie, de qualité de travail, d'engagement dans leur travail. Généralement, on note quand même une plus forte autonomie, plus forte qualité, plus fort engagement que l'absence de ces phénomènes. Alors, un autre constat ici concerne donc les éléments plutôt liés à la communication, aux échanges informels, à la cohésion d'équipe. Et donc ici, c'est à partir de ces résultats qu'on voit que le bas blesse vraiment, parce que sur tout ce qui concerne, si on exclut la question de l'ergonomie, qui est une problématique, tout ce qui concerne la réalisation du travail, la performance dans le travail, l'efficacité, la qualité du travail, tant les managers, parce qu'on a interrogé donc les deux catégories, tant les managers que les travailleurs s'accordent à dire qu'en général, il y a une amélioration lors de la pratique du télétravail sur ces différents éléments liés vraiment à la pratique du travail. Par contre, pour tout ce qui concerne la qualité des échanges, le type de communication, etc., on observe vraiment que ça se dégrade. Et on le voit d'ailleurs très bien ici dans la figure, puisque c'est énormément de rouge, et donc c'est des éléments qui ont baissé, soit fortement, soit légèrement. Ici, on n'a pas fait la distinction. Et donc, on voit que la qualité des échanges a baissé avec les collègues d'autres équipes pour 62% des répondants. C'est pas surprenant, c'est les personnes avec lesquelles on aura peut-être moins d'échanges, alors qu'on aura peut-être plus d'échanges avec les gens de son équipe, même en télétravail. Par contre, avec les personnes d'autres équipes, ça s'est vraiment dégradé. Ça s'est également dégradé quand même avec les personnes qui sont dans son équipe, pour 51% des personnes. Là où on note la moins forte dégradation, c'est dans la communication et les échanges avec les partenaires externes, donc les éventuels clients, les autres institutions publiques, les bénéficiaires des services. Ce qui est important toutefois, c'est que même si on parle de clients, dans le cadre des institutions publiques, on est quand même très souvent dans des relations qui sont de type business-business, donc une institution et une autre, une institution à partenaire, donc du politique et du politique.
mais pas forcément une relation de client de type citoyen-institution. Parfois oui, ça intervient quand même bien sûr en tant qu'institution régionale. Toutefois, ce n'est pas forcément l'intégralité de leurs échanges de travail qui sont en lien avec des personnes qui sont en dehors des institutions. Ce qui veut dire que, ici on note que il n'y a que 28%, entre guillemets, de dégradation des échanges avec les partenaires externes, mais on ne sait pas dans quelle mesure on ne peut pas dire est-ce que ces personnes sont sujettes à à une fracture numérique, à une faible digitalisation, etc. Et donc, on ne peut pas vraiment extrapoler que pour d'autres institutions ou d'autres entreprises, par exemple, qui sont plus dans un lien avec des bénéficiaires de la société civile, est-ce que ces échanges sont davantage dégradés ou pas? Ça, on ne le sait pas parce que ce n'est pas la même nature de métier. On note quand même par contre en vert 15 à 16% de personnes qui déclarent une amélioration des échanges avec les collègues de leur équipe et une amélioration des échanges avec leur supérieur direct. C'est peu de personnes, mais c'est quand même un peu plus d'une personne sur 8. Toujours en matière d'échange, un élément important qui est ressorti, et on le verra plus tard aussi, c'est qu'il y a une grande satisfaction par rapport au télétravail en général, mais qu'on a quand même 25% des personnes qui souffrent d'isolement lors de la pratique du télétravail. C'est quand même énorme, une personne sur 4 en fait. Et ce, alors que ce sont des personnes qui ont quand même des relations professionnelles, donc ce pas des personnes qui sont totalement isolées, mais souffrent quand même d'isolement lors de cette pratique. En particulier, c'est d'autant plus fort et significativement plus fort pour les personnes qui sont isolées avec enfants et les personnes vivant en région bruxelloise toujours. C'est très important ici de prendre ces résultats avec beaucoup de pincettes quant à ce qu'ils veulent dire pour l'avenir, parce qu'ici, on ne sait pas quel est le rôle qu'a joué le confinement et le télétravail permanent. C'est quand même deux facteurs importants. Ces résultats, on les a collectés avant le second confinement qui a eu lieu fin octobre. Mais néanmoins, c'est quand même des résultats qui se passent dans une situation où énormément de lieux de la vie sociale sont fermés ou limités. Et donc, ça peut aussi jouer sur ce résultat de 25%. Enfin, toujours en lien avec les échanges, et donc ici on interroge davantage la question de l'esprit d'équipe. On constate qu'un membre du personnel régional sur 4, donc 25% toujours, considère que le télétravail affecte négativement l'esprit d'équipe et que donc cet esprit d'équipe s'est dégradé depuis cette pratique du télétravail intense. C'est en particulier le cas des non-responsables d'équipe, donc en fait la majorité des personnes, puisque c'était majoritairement des personnes qui n'étaient pas de la ligne managériale. Ce qui veut dire, en fait, pour mieux le comprendre, c'est que en général, les managers, les chefs d'équipe observent moins la dégradation de l'esprit d'équipe que les personnes au sein des équipes. Donc ça, c'est une première chose. Et ce qu'on observe, c'est que cette dégradation de l'esprit d'équipe, elle est significativement plus fortement mentionnée par les personnes qui travaillent à temps partiel et les personnes qui travaillent dans une grande équipe, dans une équipe de plus de 20 personnes. Dans les équipes d'autres tailles, on n'a pas vu de différence significative. Mais donc, cette dégradation de l'esprit d'équipe, plus importante quand on est à temps partiel et dans une équipe de plus de 20 personnes, ce qui n'est pas surprenant, puisque pour les personnes qui sont à temps partiel, il y a déjà cette pratique du télétravail peut vraiment créer une distance par rapport à l'institution, à ce qu'il s'y passe, aux activités et aux collègues. Et dans une grande équipe de plus de 20 personnes, les relations de nature peut-être plus informelle qui contribuent à l'esprit d'équipe sont peut-être encore moindres dans le mode digital que dans une équipe où il y aurait 4 ou 5 personnes et on peut encore assurer des échanges plus informels, plus gais et plus réguliers. Ce qu'on a observé aussi, c'est qu'on a demandé aux personnes, il y avait une question que je ne présente pas ici, qui était de savoir est-ce qu'elles avaient pratiqué des réunions, des pratiques virtuelles de type apéro, after work en ligne, café, pause café durant la journée, etc.
Et si ces pratiques existent, on observe qu'elles n'ont pas généré de différence significative par rapport à cette question de dégradation de l'esprit d'équipe. Donc on n'a pas vu de différence notable entre ceux qui avaient eu des pratiques de type hypéro, after work, café, etc., et ceux qui n'en ont pas. Ça ne veut pas dire que ces événements sont inutiles, ça veut juste dire qu'on ne sait pas dire si, on ne sait pas mesurer et affirmer qu'ils créent vraiment un effet. Alors, un autre constat concerne les informations et les formations que reçoivent les personnes ou qu'elles ont reçues ou qu'elles souhaitent recevoir. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des personnes se sentent généralement suffisamment informées et formées dans le cadre de leur pratique du télétravail. Ici, est-ce qu'il y a une personne qui souhaite intervenir? J'ai l'impression qu'il y a un micro qui est... Ah, je poursuis alors. La première figure donc concerne les réponses par les collaborateurs et les collaboratrices, et la deuxième personne concerne les managers. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les collaborateurs et les collaboratrices se sentent suffisamment informés et suffisamment formés pour pratiquer le télétravail. Les managers aussi, mais quand même dans une moindre mesure. Par contre, ce qui est intéressant au niveau des managers, c'est la partie en rouge, puisqu'on a quand même un quart des personnes qui estiment ne pas être suffisamment informées et ne pas être suffisamment formées au management à distance, on va dire. C'est quelque chose qui est aussi ressorti dans les verbatim, donc les questions ouvertes, en fait, les réponses aux questions ouvertes qu'on a analysées. C'est qu'il y a beaucoup de managers quand même qui notent que ils ne sont pas formés à gérer une équipe à distance, à la gestion de la performance, à la gestion des résultats, à la gestion de la cohésion d'équipe, à la gestion du moral d'une équipe à distance, etc. Et donc, ça ressort aussi dans ces 23 et 27%. Donc, cette question des pratiques de gestion en télétravail, c'est sans doute quelque chose qui pourrait être accompagné dans de nombreuses institutions, de savoir comment est-ce qu'on accompagne des personnes, comment est-ce qu'on est manager à distance en télétravail, dans des petites et des grandes équipes. Toujours en lien avec cette question des formations et des informations, ici, il s'agit de voir quelles sont les formations et les informations qui ont été reçues par les travailleurs afin d'améliorer leur pratique du télétravail. Ou qu'ils aimeraient recevoir, pardon. En vert, c'est donc les formations qu'ils ont reçues, en orange, celles qu'ils n'ont pas reçues mais qu'ils aimeraient recevoir, et en rouge, celles qu'ils n'ont pas reçues et dont ils n'ont pas besoin. Ici, c'est intéressant de regarder tout ce qui est plutôt en orange, à savoir quels sont les besoins déclarés, et donc ce qui ressort le plus, 35%, c'est un besoin d'avoir des formations et des informations sur le maintien de l'esprit d'équipe lorsqu'on télétravaille. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir une cohésion d'équipe en télétravail? Des bons conseils, ce genre de choses. Deuxièmement, et donc ça fait écho à nos résultats précédents, c'est le deuxième item, 31% des personnes souhaitent avoir des formations et des informations sur l'ergonomie à domicile. Et enfin, les autres besoins et formations à 30, 29 et 21%, enfin surtout 30 et 29, on va concentrer sur ces deux-là, c'est le fait de vouloir recevoir 30 et 29% des répondants voudraient recevoir des formations ou des informations sur la gestion et l'organisation d'équipe et sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais en tout cas, les deux principaux, c'est vraiment l'esprit d'équipe et l'ergonomie, ce qui fait écho aux problématiques qu'on a identifiées par ailleurs. Enfin, un dernier constat concerne la question de la satisfaction par rapport au télétravail. On n'avait pas vraiment d'a priori sur le degré de satisfaction qu'il allait apparaître sur base de cette étude. On avait plutôt des a priori négatifs, en tout cas si on en avait. Or, on observe que 80% des personnes se disent satisfaites ou très satisfaites de la pratique du télétravail. Nous, ça nous a surpris, mais enfin, c'était plutôt une bonne surprise quelque part. Et ce qu'on observe, c'est que les personnes déclarent que on voit dans la figure ici, c'est que leur bien-être en télétravail par rapport au travail au bureau évolue sur une série de choses qui sont en particulier la conciliation vie privée-vie professionnelle pour 67% des personnes et le bien-être général pour 55% des personnes. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, on voit comme des éléments qui sont en rouge, qui sont importants, c'est la dégradation. Et là, on voit qu'il y a une dégradation de la santé physique pour 31% des répondants,
Alors, à nouveau, est-ce que c'est lié à cette question du télétravail permanent et de la fermeture d'une série d'activités en dehors du travail? On ne le sait pas, mais en tout cas, on peut le supposer. Et autre chose, c'est que 26% des personnes déclarent une dégradation ou en tout cas une évolution négative de la pratique du télétravail sur leur santé mentale, ce qui fait écho aussi aux 25% de personnes qui, qui souffrent d'isolement lors du télétravail. Cette dégradation sur ces différents éléments qu'on voit ici, elle n'est de nouveau pas homogène dans la population, puisqu'elle apparaît davantage à nouveau pour les personnes habitant en région bruxelloise, ayant moins d'1 heure de déplacement pour se rendre au travail. Donc ces personnes-là notent moins ce que je vous avais dit, cet avantage de combiner vie privée et professionnelle, et ce sont donc celles et ceux qui vivent en région bruxelloise, et les personnes qui travaillent dans un espace dédié à d'autres activités, ainsi que les personnes qui se disent se sentir isolées. Donc dès qu'on remplit un de ces éléments, on est plus susceptible de noter une dégradation sur la combinaison vie privée et vie professionnelle, le bien-être, la satisfaction, la santé mentale et la santé physique. Je précise que quand on dit en particulier pour ces publics, c'est pas juste une question de représentation statistique, c'est pas juste parce qu'on a plus de répondants bruxellois que forcément, il pèse plus dans la balance. C'est vraiment une différence, c'est statistiquement significatif. Donc on a bien mesuré par rapport à ça que c'est un effet, c'est pas juste une impression. C'est pas la question du nombre qui est là. Au niveau des avantages et des inconvénients de la pratique du télétravail, ici je fais un bref aperçu, puisque c'est des éléments qui ne sont pas nouveaux, c'est ce que la littérature scientifique dit depuis les années 80 par rapport à la pratique du télétravail. C'est les avantages qui sont les plus perçus, c'est la suppression des temps de déplacement, 28% des personnes le notent, la conciliation vie privée et professionnelle, les horaires de travail plus souples. Par contre, les inconvénients, c'est le manque de contact avec les collègues. Forcément, dans une pratique de 5 jours par semaine, c'est encore plus saillant. Les frais accrus de chauffage, d'équipement, etc. et la sédentarité. Enfin, dans la fin de ce constat, on s'intéressait à la question des personnes porteuses d'un handicap, puisque c'était une question posée par Talent. Et donc, on avait peu de répondants, donc on n'a pas de différence statistiquement significative pour ces personnes, puisque c'est une toute petite partie de la population. Par contre, dans leurs expressions, dans les réponses ouvertes, elle note bien qu'il y a une conciliation vie privée, vie professionnelle qui est facilitée par la pratique du télétravail. En tout cas, une conciliation de leur vie professionnelle et de leur handicap est facilitée par la pratique du télétravail, que ce soit dans la question de prendre des médicaments, de mieux voir l'écran pour les personnes qui ont un handicap visuel, par exemple. Par contre, le troisième verbatim ici note quand même la situation plutôt dégradée d'une personne qui souffre de surdité et qui donc a plus de problématiques du fait du tout digital. Enfin, je conclue ici avec les recommandations, puisqu'on a fait 10 recommandations pour Talent, et je propose ici en bleu quelques recommandations qui me semblent intéressantes de partager au-delà du cas de l'administration bruxelloise. Premièrement, il s'agit de repenser en équipe ou en service les fonctions et l'organisation du travail afin d'étendre cette pratique du télétravail aux fonctions qui sont normalement dites non éligibles. Une série de fonctions sont dites non télétravaillables, ça semble impossible de pratiquer du télétravail. Or, il y a peut-être moyen, en tout cas s'il y a une volonté de rendre pérenne cette pratique à plus long terme, dans un souci d'équité entre travailleurs, il serait intéressant de voir dans quelle mesure certains métiers certaines tâches en tout cas peuvent être combinées de telle manière que peut-être il puisse être possible de télétravailler 1 jour par semaine pour des fonctions qui sont normalement non télétravaillables parce qu'il y a une présence physique qui est vraiment nécessaire. Voir est-ce qu'il y a moyen de rassembler des tâches sur une journée, faire un roulement d'équipe pour permettre à tous ceux et toutes celles qui le souhaitent de télétravailler au moins 1 jour par semaine. Deuxième recommandation, c'est le fait d'expliciter les règles du télétravail, les droits et les devoirs de chacun, chacune. Je sais que ça fait 1 an qu'on est dans cette situation, mais c'est peut-être pas forcément inutile de répondre à une série de questions qui sont notamment de savoir
quelles sont les heures de travail quand on est en télétravail, quelle est la politique de transparence par rapport à l'emploi du temps sur Outlook, est-ce que ça doit être connu, est-ce qu'il y a un reporting à faire, quels sont les canaux de disponibilité et pour quel type de communication, on passe par quel canal pour quel type de communication, à quelle fréquence, où est-ce qu'on peut télétravailler, quel est le lieu. À l'approche de l'été, c'est une question qui vaut peut-être la peine d'être posée. Quelle est la politique par rapport à la protection de la connexion Internet, si l'institution ou l'entreprise gère des données peut-être sensibles, quelle est la politique par rapport aux absences durant la journée. Donc toutes des questions qui sont peut-être intéressantes, pour lesquelles il est intéressant de peut-être formuler des débuts de réponse. Autre recommandation, c'est le fait de former les membres du personnel à l'esprit d'équipe, à l'ergonomie et aux outils technologiques, et ce indépendamment de leur âge ou de leur fonction. Quand on dit former à l'esprit d'équipe, c'est plus des bonnes pratiques pour essayer de le maintenir. C'est pas quelque chose pour avoir par défaut un esprit d'équipe qui est positif, évidemment, mais en tout cas favoriser peut-être partager des conseils sur la communication à distance, la question du maintien des relations informelles, etc. Autre recommandation 5, c'est de former la ligne managériale au management à distance et peut-être au management par objectif. Je le dis peut-être parce que aller vers un management par objectif, donc c'est quelque chose qui est renoncer à une politique de l'horloge, mais plus être sur des objectifs et l'atteinte des objectifs. C'est un choix, c'est un choix de gestion, c'est pas forcément une obligation. Et toutes les entreprises, institutions ne sont pas forcément propices à ce type de management. Mais en tout cas, savoir quelle est la politique gestionnaire, comment est-ce qu'on gère le travail, comment est-ce qu'on évalue les objectifs, etc. 6e recommandation, équiper les télétravailleurs et télétravailleuses, soit en permettant l'empreinte matérielle, soit en permettant une forme d'achat par l'employeur. En tout cas, ça peut être intéressant de sonder vos travailleurs anonymement pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils sont équipés, est-ce qu'il y a encore des choses qui manquent, parce que c'est possible que à moyen terme, que ça cause de gros problèmes ergonomiques aussi, s'ils ne sont pas bien équipés. Et enfin, dernière recommandation, c'est le fait de renforcer et d'entretenir les échanges informels. Et ici, ça peut être aussi intéressant de faire un sondage anonyme pour prendre le pouls sur l'isolement, la motivation, surtout dans des grandes équipes, mais aussi dans des petites équipes, de juste savoir quel est l'état des lieux, quelle est la situation dans votre équipe. Et de garder à l'esprit que les personnes qui sont en temps partiel, isolées, résidant en région bruxelloise, ou qui ne pratiquaient pas le télétravail avant, sont peut-être davantage en souffrance, même si tout le monde peut être en décrochage, de motivation, etc., dans cette pratique. Et il s'agissait voici mon dernier slide. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre écoute pour en discuter après.